Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Bonjour à tous les copains, bonjour, ça y est, 16h46, la petite minute de retard. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme pour continuer bientôt, finir cette semaine. On est jeudi, et jeudi c'est bien. Jeudi c'est bien, c'est rentable jeudi. Jeudi, c'est le meilleur chemin vers la fin de la semaine, vers ce qu'on aime, voilà, vers le vendredi, les copains. Très heureux de vous retrouver, voilà, une fois n'est pas coutume, ce rendez-vous pour finir les journées, avec aujourd'hui des thèmes légers comme un gâteau. C'est de la pâtisserie, vraiment, l'affaire du trou, la pédocriminalité, c'est génial, c'est génial. On va se régaler les copains, ne vous inquiétez pas, je vous le dis tout de suite, hein, je n'oublie pas, on va parler de ce bouquin, l'affaire Madame, on est dans le thème, tu me diras, mais on va en parler sûrement demain parce que je veux vous préparer une bonne vidéo bien ficelée, bien construite, une bonne séquence. Donc ce sera sûrement demain. J'ai pas eu le temps aujourd'hui, donc voilà, je veux faire ça aux petits oignons parce que on sera quand même sur une critique littéraire. Donc là, je peux pas, je remets ma crédibilité en jeu. Hein. Je veux dire, l'ambiance let it be. Donc là, faut pas faire de conneries. Donc on en parlera sûrement demain. Voilà les amis. Aujourd'hui, on va faire pas mal de réacts avec deux séquences que je voulais voir et découvrir avec vous, notamment Sandrine Rousseau chez Carl Zero. Et on va, alors ça, j'ai découvert cet après-midi. Pareil, je me suis dit, on va le regarder avec les copains. Philippe Geluck qui a écrit un livre sur l'affaire du trou. Ah, j'ai pas compris. Le créateur du chat, effectivement, qui était invité chez Michel Collomb. Et donc, on va se regarder ça, voilà, les copains. Voilà un petit peu pour ce qui vous attend aujourd'hui, les amis, avec quelques petites séquences par-ci, par-là, pour commencer en douceur, commencer en souplesse, les amis. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu, cette séquence. Ça fait plaisir. Pour commencer en délicatesse, les amis, ça fait plaisir. Regardez Pascal Praud, qui a fait ce qu'on appelle un lapsus dans le métier. On se demande effectivement si c'est pas fait exprès. Vous l'avez peut-être vu passer. Regardez concernant Gabriel Attal, c'est toujours efficace, ça nous fait toujours marrer, on se régale. Écoutez Gabriel Attal. Écoutez Gabriel Attal. Voilà, Gabriel Attal. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas loin, on est à 2 lettres, hein. Vraiment c'est pas beaucoup, mais voilà le petit lapsus qui fait plaisir, qui nous régale, ça c'était Pascal Praud, c'est Pascal Praud, on aime bien. Dans les autres séquences que je voulais vous montrer, on a par exemple Elisabeth Lévy qui était en très grande forme sur CNews aujourd'hui, on continue, c'est que du plaisir là encore, vous allez voir. Par un exemple, moi j'ai un ami d'amis qui est instituteur et qui... Alors ça c'est... Alors attendez, bougez pas parce que voilà, ça c'est la vidéo ralentie. Voilà, ça c'est l'original. Par exemple, moi j'ai un ami d'amis qui est instituteur et qui, alors dans sa classe, effectivement, il a montré la photo de sa classe, il a dit les 3 blancs c'est 3 turcs, ce qui est
fait des problèmes souvent simplement de langue française, de tout ce que vous voulez. Par un exemple, moi, Elisabeth Lévy, on l'aime bien, on aime bien la taquiner, c'est vrai que c'est pas mal. Les copains. Et une autre séquence avec Luxman, on l'a faite. Hein, on balaye un peu pêle-mêle ce qu'on a eu. Vous l'avez sûrement vu, ça c'est... Bon, ça fait de la peine pour le mec, mais quand je vous dis que c'est la catastrophe, ces JO, c'est la catastrophe. Inauguration aujourd'hui du centre aquatique olympique à Saint-Denis. On s'est régalé. La tuilasse, ouais. Voilà. Pourtant, le maillot de bain est joli, hein, mais le plongeur qui est là, qui inaugure le bordel, ça part en cacahuète d'entrée de jeu. Donc ces JO, on les sent bien. Voilà, on les sent bien, on va se régaler. D'ailleurs, rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e épisode du JT des JO, les amis. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à dire dans le chat ce que vous en pensez de cette séquence. Les copains, voilà, on est pas mal sur tout ça. Voilà, on papote un petit peu. Il faut prendre le temps aussi. Je suis parti plein badin parce que je vous ai dit cette semaine, je suis fatigué de toute façon. Ah, c'est le retour à la vie normale, c'est après spectacle et tout. D'ailleurs, demain 18h, j'ai inversé les vidéos. La vidéo sur l'attentat d'Annecy sortira dimanche. Demain, c'est l'extrait du spectacle. Ouais. J'ai inversé. Ah, c'est cocasse. Tout premier extrait en entier, demain 18h. On en reparlera bien évidemment dans le Juste Bistrot. Juste avant, vous en doutez. Voilà les copains. Alors, on va attaquer gentiment avec les réacts du jour parce qu'on a pas mal de séquences à regarder sur des sujets qui vous plaisent, qui vous intéressent, je le sais. On va parler pédocriminalité. Voilà, en toute légèreté, les copains. Et on va regarder. En fait, j'ai hâte. J'avoue, j'ai hâte de regarder ça avec vous. C'est Sandrine Rousseau qui était chez Carl Zero et je voulais absolument regarder ça avec vous parce que je me dis, attendez, pourquoi il y a du son là? Hop là. Je voulais absolument regarder avec vous parce que je suis très curieux de savoir ce que Sandrine Rousseau a à nous dire. Donc, c'est sur la chaîne de Carl Zero. Hein. Vous savez, quand on fait du réact, je fais la pub, c'est normal. Hein, quand on regarde le contenu des gens sur sa chaîne Carl Zero Absolu. On va regarder ça. On se fait du réact sur cette séquence, les amis. Enjoy. Je découvre vraiment ce truc-là avec vous. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, Sandrine, dans ma vie, j'ai interviewé énormément de personnalités de la politique, mais j'ai lâché l'affaire depuis belle lurette. Et je vous interviewe, vous, parce que vous m'avez fait chaud au cœur à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, en éparpillant, façon puzzle, la pauvre et fraîche et moulue nouvelle ministre de l'Enfance, Madame Sarah El Haïry, je crois, en lui parlant des ASE. Les répondants du 119, le numéro d'urgence pour les enfants en danger, sont en grève pour alerter sur leurs conditions de travail, et c'est rare. Il faut dire que la protection de l'enfance va mal, très mal. Trop peu de travailleurs sociaux qui tiennent à bout de bras un système qui ne les considère pas, ne les reconnaît pas, ne les rémunère pas. Un système qui les écrase comme il écrase les enfants. Le nombre d'enfants placés a augmenté de 30% en un an. Les pédopsychiatres disent que l'effondrement de l'ASE pose un sérieux problème. Les enfants sont en détresse, les urgences saturent, le 119 sature, les foyers saturent, les familles d'accueil saturent. Certaines disent qu'elles doivent mettre les enfants à la rue à 18 ans. 40% des SDF de ce pays de moins de 25 ans viennent de l'ASE. Au bout de la chaîne, les enfants craquent. Ils se droguent et en meurent comme Myriam, 14 ans, ou se suicident comme Lily, 15 ans, ou sont retrouvés morts comme Anthony, 17 ans, voire assassinés par un autre enfant de l'ASE comme Jess, 17 ans. Ce système est maltraitant pour des enfants maltraités. Des décisions de justice et de protection ne sont pas appliquées faute de solution. Les mineurs non accompagnés sont désormais victimes de la préférence nationale de la loi immigration. Je le dis ici, je n'ai jamais rencontré un seul enfant issu de l'ASE qui n'ait pas été violé dans sa famille d'origine ou au cours de son placement. Pas un. Quand un enfant est placé, l'État n'est pas là pour assurer le strict nécessaire. Il devient son parent de substitution. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce qui se passe à l'ASE. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures concrètes pour enrayer l'effondrement de la protection de l'enfance? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Sarah El Haïry, ministre en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles. La protection de l'enfance mérite mieux. Ne jetez pas l'eau propre sur Oui, c'était en réponse à cette séquence qu'effectivement Sarah El Haïry nous avait régalé avec son jeter pas l'eau propre. L'ensemble des professionnels. Madame la députée, nous n'irons jamais
Madame la députée, nous n'irons jamais qu'il y a des besoins essentiels. Mais ne jetez pas l'opprobre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés, sur les départements, Madame la députée. Madame la députée, nous regardons en face la situation de la protection de l'enfance. Parce que c'est avec les présidents de département, c'est avec les associations, c'est avec les professionnels que nous y arriverons. Dès la première heure, 2 semaines après ma nomination, le décret pour les hôtels est sorti. La revalorisation et le travail sur l'attractivité est en cours avec la présidente d'Abin, avec le Haut Conseil au travail social et Mathieu Klein. Ça a été mon premier déplacement. Madame la députée. Alors, bon, c'est vrai que c'est intéressant, mais on va pas se farcir quand même toute la réponse. C'est l'interview qui nous intéresse quand même. Hop, voilà. Depuis quand ce sujet vous tient à cœur? Les enfants issus de l'ASE ou à l'ASE, donc à la protection de l'enfance, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis la primaire, puisque j'en avais rencontré beaucoup pendant la primaire pour la présidentielle des écologistes, et j'avais été assez éberluée de la manière dont ils étaient traités et de la manière dont l'État, en fait, traitait ces enfants qui sont très invisibles et très vulnérables. Ils sont 224 000 en France. Est-ce que vous savez que environ 80% d'entre eux n'ont rien à faire là? Non, ça... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de placements qui sont dits abusifs. Alors, c'est la petite pause, hein. Il y a Cricri Twitch, c'est magnifique, qui vient d'offrir 5 subs. Voilà, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et les heureux gagnants sont Marceau 1980, Yo-Yo Blaster, Qui donc au poupe et Kev Phoenix 82. Merci beaucoup, Cricri. Ça, moi, j'ai eu des discussions avec eux. Ils contestent fortement cette notion de placement abusif. Parler des personnels en charge des enfants, des salariés, quoi. Des enfants eux-mêmes. Des enfants eux-mêmes. Ouais. Ils contestent beaucoup ce terme de placement abusif parce que pour eux, c'est pas du tout abusif que de protéger les enfants et le nombre de placements qui n'auraient pas dû être. Pour eux, ça existe même pas vraiment. C'est-à-dire que ce qui existe, par contre, c'est des enfants qui devraient être placés et protégés qui ne le sont pas. Oui, mais malheureusement aussi, quand ils sont protégés par l'ASE, ça se passe mal. Alors, parfois, quand ils sont protégés par l'ASE, ça se passe mal. Ça, il y a un manque de personnel, il y a une violence d'ailleurs entre les enfants, parfois dans les foyers. Et il y a aussi un sujet chez certaines familles d'accueil qui peuvent être parfois violentes, parfois maltraitantes. On l'a vu d'ailleurs, il y a une enfant anciennement placée qui a décidé de porter plainte contre son ancienne famille d'accueil. Mais ça, je tiens quand même à dire qu'il y a aussi beaucoup d'endroits où ça se passe bien. Mais aujourd'hui, être un enfant de l'ASE, c'est avoir un parcours souvent très compliqué et souvent d'ailleurs compliqué par l'administration. C'est-à-dire qu'on les déplace de lieu en lieu, ils n'ont pas accès aux soins, il y a trop peu de personnel et puis il y a une insuffisante vigilance face aux violences que peuvent subir ces enfants dans le cadre de leur placement. Mais ces enfants qui sont placés, ce sont des enfants qui parfois sont signalés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des mauvais traitements qu'ils subiraient à la maison. C'est ça quand je vous dis qu'il y en a beaucoup qui sont placés de façon abusive. Mais genre quoi? Un gosse se pointe 3 fois de suite mal coiffé, la maîtresse, croyant bien faire, fait un signalement, et le gosse se retrouve littéralement perdu. C'est-à-dire il va se retrouver ailleurs, sans ses copains, sans sa famille, sans rien. On a le sentiment très net que la machine se nourrit d'elle-même. C'est-à-dire que ça ne finit jamais. C'est très déstabilisant pour un enfant, en réalité. Non, moi, là, je ne vous suis pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, l'essentiel, c'est des enfants qui devraient être protégés, qui aujourd'hui ne le sont pas, et qui sont dans des familles, par exemple, tous les enfants qui subissent l'inceste, on sait qu'il y en a 1 à 2, voire 3 par classe, aujourd'hui, ne sont pas protégés pour l'essentiel d'entre eux. Donc, en fait, il faudrait même beaucoup plus de placements, mais surtout beaucoup plus de moyens dédiés au placement, de sorte que les enfants soient réellement en sécurité, y compris affective, c'est-à-dire une sécurité matérielle, mais aussi affective, éducative, de santé, etc. Donc là, non, je vous suis pas sur le fait que aujourd'hui, je ne pense pas qu'en France, des enfants mal coiffés finissent à l'ASE. Par contre, je pense vraiment qu'il y a des enfants qui subissent l'inceste dans leur famille, qui, eux, ne terminent pas à l'ASE, alors qu'ils devraient l'être, et qu'aujourd'hui, l'ASE n'est pas suffisamment protégée. Ah, là-dessus, je vous suivrai, évidemment. Pour les enfants mal coiffés, il faut vous renseigner, il faut parler avec les avocats dont le métier est de défendre ces enfants-là. Et vous aurez des grandes surprises. Pardon, Karl, mais je me méfie beaucoup de ce discours parce que notamment, il y a beaucoup
de pères incestueux qui disent qu'il y a des placements abusifs de leurs enfants. Non, mais alors là, j'entrerai. Non, c'est pas moi qui vais rentrer là-dedans. Voilà. Non, mais ceux-là sont des clowns. Ceux-là, ils sont inaudibles, c'est l'évidence. Alors, d'une façon plus générale, comme vous avez fait beaucoup pour la cause MeToo, la cause féministe, est-ce que vous envisagez de faire beaucoup pour les enfants? Parce que à ce jour, il reste quand même dans notre société les grands perdants. Il n'y a pas eu d'avancée majeure. Si, il y a eu la Civise, mais vous avez vu comment ça s'est terminé. Ce juge du rang, il a été viré. C'est vraiment un scandale d'État, c'est-à-dire qu'on a créé un espoir, on a créé une structure, on a accueilli le témoignage de près de 30 000 personnes et derrière on en fait de la bouillie, c'est-à-dire que la machine du gouvernement s'est mise en route pour écraser toute parole un peu forte sur les violences faites aux enfants et pour broyer les personnes qui sont à la tête de la Civise, et je pense notamment au juge Durand. Il y a eu vraiment une espèce de machine infernale pour ne pas supporter sa voix qui disait que les enfants n'étaient pas protégés dans notre pays, que les instances judiciaires n'étaient pas à la hauteur et qu'on n'entendait pas suffisamment les enfants qui se plaignaient de violences sexuelles. Mais pour quelle raison? Pourquoi en haut, là-haut, vous les fréquentez, vous les voyez tous les jours à l'Assemblée, pourquoi ils s'en foutent à ce point-là? Je pense qu'ils se fichent des violences d'une manière générale et que, en fait, écouter ce qu'a à dire l'ASE, c'est réformer de fond en comble la justice, c'est mettre énormément de moyens dans la protection de l'enfance, c'est investir dans l'éducation nationale. Point d'étape intermédiaire, j'essaie de me départir de ce que je pense de base de Sandrine Rousseau, et vous le savez, on en a déjà parlé. Et autant je trouve ça effectivement très, très intéressant et courageux, parce qu'elle fait partie des rares en politique à s'emparer de ce sujet. Mais soit elle est politicienne dans ses réponses, soit elle élude complètement les questions, quoi. Parce que là, je trouve ça un petit peu facile, avec cette impression d'ailleurs qu'il y a des fiches sous ses yeux et qu'elle répète les mêmes éléments. La question de Carl Zéro est pas du tout sur les moyens de l'ASE ou je sais pas quoi. J'ai vraiment un ressenti un peu bizarre. Alors, je suis sûrement biaisé, je le reconnais, par rapport à ce que je pense déjà de Sandrine Rousseau. Mais je suis vraiment mitigé pour l'instant. Je sais pas, dites dans le chat ce que vous en pensez. Et faire en sorte que les profs ne soient pas la dernière roue du carrosse des politiques publiques. C'est faire en sorte que chaque école soit un lieu de protection où on peut accueillir aussi la parole d'enfants qui sont maltraités. Et en fait, tout cela, c'est aussi beaucoup de moyens financiers et ce gouvernement refuse de les mettre. Voilà. Et pas que c'est plutôt une prise de conscience qu'il faudrait faire de la réalité de la personne, de l'enfant. Oui, parce que clairement, Carl Zéro, la cuisine, il sait très bien où il veut aller. On devine aisément ce qu'il pense par rapport à ça. Et on devine aussi qu'il fait face à un discours tiède qui veut justement essayer de piquer un peu. Je pense aussi qu'il y a une volonté, ça c'est ce qu'on appelle un tabou social, un déni social. Il y a un déni social et un tabou social de l'ampleur de l'inceste, de l'ampleur de la pédocriminalité, de l'ampleur aussi des conséquences sur la santé des enfants. Ça, c'est évident. Mais ça concerne tout le monde, je veux dire, là-dessus. Et alors, le gouvernement, évidemment, est complètement empêtré dans ce tabou. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on doit absolument faire très attention à ce que l'inceste et la pédocriminalité soient traités à la hauteur de ce que c'est. D'ailleurs, il va bientôt y avoir, je crois, un procès de tenanciers de sites internet pornographiques qui ont surutilisé, abusé de l'image d'enfants. Donc tout ça, évidemment, fait partie de ce tabou et j'ai hâte que ce procès commence pour qu'on puisse ouvrir une brèche sur la fin de ces violences. Et pourquoi il n'y a pas une vraie proposition de loi? Elle pourrait émaner de vous, de votre groupe, concernant les enfants. Intéressant. Il y a une commission d'enquête qui est en cours, qui vient d'être acceptée par le groupe Parti socialiste de l'Assemblée, par le groupe socialiste. Et en fait, là, on fait étape par étape, c'est-à-dire que cette commission d'enquête va déjà regarder en détail ce qui se passe dans la protection de l'enfance. Et ensuite, on fera une proposition de loi qui sera une proposition de loi sans doute transpartisane, à gauche, au moins. J'espère. J'avais fait un film qui s'appelait 1 sur 5, qui dressait un peu le tableau de la pédocriminalité en France, du fléau qu'il fallait combattre. Et ensuite, j'ai fait 1 sur 5 face aux candidats. Malheureusement, à l'époque, c'était M. Jadot. Il n'a pas daigné répondre, il n'est pas venu. Et on proposait un certain nombre de mesures. Je vais vous en soumettre quelques-unes et vous me dites si vous êtes raccord ou pas. L'imprescriptibilité des crimes et des délits sexuels commis sur mineurs.
Alors moi, j'y suis absolument favorable. C'est même quelque chose que je revendique et que je pousse énormément parce que, en fait, quand on est enfant, quelque chose de l'ordre de la structure psychique, mentale et de la structure de l'enfant en tant qu'être a été cassé par des violences sexuelles, par des viols, voire par des actes de torture. Et en fait, il faut beaucoup de temps pour que on passe d'un mode de survie à un mode de revendication d'être quelqu'un. Et je pense que ce temps-là, il est propre à chacun et chacune et qu'en fait, on ne peut pas le limiter par la prescription. Donc là-dessus, pour moi, c'est très évident. La reconnaissance de l'amnésie traumatique. Absolument, l'amnésie traumatique est maintenant reconnue et doit être, est reconnue par la psychologie, par la psychiatrie. Elle doit être reconnue par la justice. C'est absolument indispensable. L'éradication de toute référence au syndrome d'aliénation parentale. Alors l'aliénation parentale, c'est quelque chose qui a beaucoup nui aux femmes et qui a permis à des pères pédocriminels ou incestueux de continuer à abuser de leurs enfants et à commettre des viols, des crimes et des délits sur le corps de leurs enfants. On a accusé les mères d'être dans la manipulation et ça, c'est absolument scandaleux. La suppression de l'amendement Roméo et Juliette. C'est quoi l'amendement Roméo et Juliette? Ah oui, c'est sur les moins de 15 ans, c'est ça? Non, c'est sur entre 15 ans et 20 ans. Vous savez, ils peuvent avoir des relations, mais ça conduit à beaucoup de formes de prostitution de jeunes filles souvent qui rencontrent un lover boy qui a 2-3 ans de plus qu'elles. Elles se retrouvent sur le trottoir, mais il y a cet amendement. Alors, il faut que je regarde l'amendement en détail, mais en tous les cas, il y a quelque chose autour de à quel moment on peut être consentant à une relation sexuelle et en fait quelles sont les conditions du consentement. Et aujourd'hui il n'est pas noté dans la loi les conditions d'un consentement, c'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'on n'est pas consentant, donc c'est quand il y a menace, surprise, etc. Mais en fait on n'a pas défini ce qu'est être consentant. Et en fait ce qu'est être consentant, c'est certes dire oui sur le moment, mais c'est aussi avoir toute liberté intellectuelle et de maturité pour pouvoir dire oui. Et en dessous de 18 ans, je pense qu'on doit absolument être très vigilant sur la manière dont on consent. Et là, en l'occurrence, la loi n'est pas suffisamment protectrice. Est-ce que vous pensez que M. Dupond-Moretti est un bon ministre de la Justice? Absolument pas sur ces questions-là. Pour quelle raison? Déjà parce que je pense qu'il s'est fait une notoriété d'avocat en défendant les personnes célèbres accusées de viol, qu'il a eu des défenses qui étaient très agressives et par ailleurs, il est impliqué dans le procès Outreau, qui est un procès qui marque une perte de droit des enfants, à se faire reconnaître comme victime. Et en fait, il n'y a jamais eu de critique de sa part. Outre l'erreur judiciaire, il n'y a pas eu de critique de sa part de ce qui s'est passé à Outreau dans la non-reconnaissance de la parole des enfants en tant que telle. Si on pousse un peu, inversion de la charge de la preuve pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Ça, moi, je pense que c'est indispensable aussi, mais alors ça renvoie à la présomption d'innocence et je ne méconnais pas les problèmes juridiques, mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas à l'enfant de faire la preuve d'eux. Ah, c'est merveilleux, vous êtes une des rares à le dire. Ah non, mais ça, pour moi, c'est très évident, mais de même que... moi, je trouve que quand on discute avec les enfants, il y a des questions qui leur sont posées qui sont absolument inadmissibles, comme le nombre de fois où ça s'est passé, les dates auxquelles ça s'est passé. Un enfant de 8, 10, 15 ans ne peut pas noter les dates à laquelle il a été violé ou elle a été violée. Donc, en fait, là, la procédure judiciaire n'est pas du tout adaptée à ce qu'est un enfant et à la manière dont il peut ou pas se défendre face à ces actes-là. Surtout quand en plus s'ajoute l'amnésie traumatique. Absolument. La notion même de preuve devient très difficile. Oui, puis même s'il n'y a pas d'amnésie traumatique, en vrai, de toute façon, ces violences-là engendrent des perturbations psychiques importantes qui font que les enfants, de toute façon, ne sont pas en mesure de répondre forcément à toutes les questions. Je prends
par exemple des troubles du comportement, des troubles de l'attention, des troubles qui fait que en fait, même prenez un enfant qui a des troubles de l'attention hyper graves liés à des violences qu'il a subies dans l'enfance, il ne peut pas se concentrer pour aller et il ne peut pas se rassembler pour chercher toutes les preuves. C'est pas à lui d'aller chercher toutes les preuves. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de rendre obligatoire, avant d'engager une personne, que ce soit dans les ASE, à l'éducation nationale, dans les milieux sportifs, dans les chorales, n'importe quoi, toute personne qui a un rôle avec des gosses, de vérifier s'il n'est pas au FNAG, au fichier. C'est absolu, mais c'est indispensable, ça devrait même être la base. Mais c'est pas fait, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait, et en plus, il n'y a pas assez de personnes qui sont inscrites sur ce fichier. Donc ça, c'est la base. La base, c'est qu'une personne qui a déjà été condamnée, en plus, pour des faits, ne peut pas s'occuper d'enfants d'aucune manière. Jamais. Voilà, c'est tout. C'est pas possible. De même, il n'y a pas de prise en charge par l'État des psychothérapies pour réparer les gosses abîmés. Absolument. Il n'y a pas les indemnisations qui sont, même quand on obtient condamnation, ce qui est extrêmement rare en France, les indemnisations sont bien trop faibles. Et je rappelle qu'il y a plus de 99% des personnes qui n'obtiennent jamais réparation. Donc en fait, il y a vraiment besoin d'aller, de considérer les violences sexuelles, particulièrement quand elles ont été commises dans l'enfance, comme des affections de longue durée qui nécessitent des soins tout au long de la vie. Vous parliez d'Outreau, les enfants d'Outreau ont eu 20 000 € et les acquittés d'Outreau, 300 000. Deux poids, deux mesures. Comment ça se fait en fait que ça bouge jamais? Parce que ça fait des années qu'on le dit, et puis je suis pas tout seul, on est très très nombreux à le dire. Pourquoi ça bouge pas? Est-ce que c'est lié? Ah non, question importante, parce que ça revient souvent. Oui, c'est lié au fait que Macron avait 14 ans et demi quand il a rencontré Brigitte, qui avait je sais pas quel âge. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce qu'ils sont gênés aux entournures par cette histoire, parce qu'on pourrait dire que ce qui était compris comme, par exemple, dans le film Mourir d'aimer dans les années 70, aujourd'hui est pris d'une autre façon, et donc ils se disent « Oh là là, ça craint, on n'y va pas ». Ils pouvaient y aller quand ils avaient nommé Schiappa. Elle était là pour les femmes, et elle disait « Je m'occuperai des enfants après ». Elle l'a pas fait. Oui, mais ça aurait pu se faire aussi sous les autres gouvernements. En fait, il n'y a vraiment pas de volonté politique de s'attaquer à l'inceste ou à la pédocriminalité. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne mesure pas bien à quel point ça structure la société. C'est-à-dire qu'avoir accès aux enfants, les considérer comme non pas des sujets de droit, mais comme des objets sociaux sur lesquels on peut avoir toute autorité, tout pouvoir et donc accès au corps, eh bien, c'est profondément structurant de notre société. Et en fait, c'est exactement comme le rapport homme-femme. Si on veut bouger les choses, c'est pas juste en obtenant une ou deux condamnations, ce qui sera très important pour les personnes qui obtiendront justice, c'est très important pour elles, mais il faut modifier, il faut renverser un rapport social. Et le rapport social aujourd'hui dans notre société, c'est que l'enfant reste encore quelque chose et pas quelqu'un, que ça reste un sujet mal identifié dans le droit. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Bouger les choses, c'est pas juste en obtenant une ou deux condamnations, ce qui sera très important pour les personnes qui obtiendront justice, c'est très important pour elles, mais il faut modifier, il faut renverser un rapport social. Et le rapport social aujourd'hui dans notre société, c'est que l'enfant reste encore quelque chose et pas quelqu'un. Ah oui, d'accord, j'avais pas ça compris. reste un sujet mal identifié dans le droit et à qui on n'accorde pas vraiment de droit. D'ailleurs, on le voit. Moi, je trouve que même si on regarde les débats sur l'éducation nationale, on s'interroge sur des résultats, sur l'habillement, mais en fait, on ne s'interroge pas sur qu'est-ce qui ferait qu'un enfant est en capacité de s'épanouir, de s'émanciper, de se sentir en liberté de parler s'il subissait des violences chez lui ou ailleurs. Et en fait, ça, c'est... voilà, l'éducation nationale pourrait très bien être comprise comme un lieu, au contraire, de protection de l'enfance, large, et c'est pas du tout compris comme ça, c'est compris comme un lieu de sélection des enfants, comme un lieu de discipline des enfants, ça n'est pas compris comme un lieu d'émancipation. Et c'est en cela qu'aucun gouvernement ne s'attaque à ça, parce qu'aucun gouvernement ne veut s'interroger sur vraiment la hiérarchie sociale et la place des enfants dans cette hiérarchie sociale. Vous pensez que c'est un héritage du paternalisme ou du libertinage?
Je pense que c'est un héritage social déjà très ancien et par ailleurs, moi je trouve qu'il y a eu des travaux qui ont été très intéressants dans les pays nordiques à l'issue de la Seconde Guerre mondiale où il y a eu des sociologues, des psychologues, des philosophes qui se sont interrogés sur comment se fait-il que des masses comme ça peuvent basculer dans le fascisme et dans les pires horreurs. Et en fait, ils en ont déduit qu'il fallait changer l'éducation des enfants pour les autoriser à dire non, pour les autoriser à se rebeller, pour les autoriser en fait à avoir la capacité à être des êtres humains à part entière et pas juste à obéir. Et ça, cette révolution-là, nous, on ne l'a pas faite. C'est pas possible en France. Bah, ni en France, ni dans beaucoup de pays en vrai. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pays aujourd'hui, enfin à part des pays nordiques dont je parle, mais il n'y a pas eu de pays qui ont pris à bras-le-corps cette question de l'inceste et de la pédocriminalité. Alors, question subsidiaire, on attend quoi? Bah, on attend, je sais pas trop, mais qu'il y ait vraiment des gens qui se lèvent et qui disent stop. Et il y a plein de gens qui commencent à se lever et à dire stop. Donc ça commence quand même à bouger. Vous pensez que ça bouge? Bah, il n'y a jamais eu de commission d'enquête, par exemple, sur l'ASE. Il n'y a jamais eu le débat sur l'imprescriptibilité n'a jamais été aussi présent. Il y a une proposition de loi qui va passer sur l'imprescriptibilité probablement là bientôt. Voilà, après ça bouge pas aussi vite qu'on le voudrait, mais puis je rappelle quand même que l'inceste et la pédocriminalité c'est dans tous les milieux sociaux. Donc évidemment ça se retrouve aussi. Enfin, on l'a vu par exemple avec comment il s'appelle Duhamel qui était à la direction de la Fédération de sciences politiques, et je crois même qu'il a été proche du Conseil constitutionnel, si ce n'est membre du Conseil constitutionnel. En tous les cas, il était professeur de droit constitutionnel. Donc en fait, il dirigeait le club du siècle. Voilà, mais en fait, c'est depuis les personnes qui sont les plus pauvres dans la société jusqu'au sommet. Donc c'est en cela, c'est pas quelque chose, enfin c'est quelque chose qui transcende tous les milieux. Et donc personne n'a envie d'ouvrir cette boîte de Pandore. Mais nous allons l'ouvrir. On peut compter sur vous. Merci Sandrine Rousseau. Bon, on est à la fin de la vidéo. Avant toute chose, je pense qu'il faut dire un élément qui est important. Après, on décortiquera. Hein. Mais moi, je dis chapeau. Moi, je dis chapeau à Sandrine Rousseau. Faut être dans la démarche juste milieu, faut être cohérent. On se plaint quand il n'y a rien. Et là, on va pas se plaindre quand il y a quelque chose. Oui, c'est imparfait, on peut râler sur des détails. C'est vrai qu'elle pédale dans la semoule et que tu as l'impression qu'elle lit un texte qui n'est pas maîtrisé. Mais bon, au moins, elle a le courage de le faire. Donc déjà, moi, je trouve que chapeau, faut être rigoureux intellectuellement, sinon on est des pompes à vélo. Donc déjà, bravo à Sandrine Rousseau. Et j'adore ces moments-là. Hein, j'adore ces moments-là quand il y a des personnes ou des partis ou des gens qu'on a l'habitude de critiquer, qui font des belles choses. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître parce que sinon, ça devient de la malhonnêteté intellectuelle. Et dans ce cas-là, c'est du jugement ad hominem. C'est-à-dire, on part du principe que parce que c'est machin, il a tort de facto. Et je pense que c'est une connerie intellectuelle, c'est de la fainéantise. Donc moi, je trouve que, voilà, bravo à Sandrine Rousseau. Bravo de dire ça, bravo d'être courageuse et d'aller au front sur ce combat-là. Point. Donc voilà, une phrase qui est dite, c'est vraiment la première phrase à dire pour moi. Après, on peut décortiquer ce qui est dit, on peut analyser. Effectivement, il y a de quoi râler. Hein, je le redis, ça a le mérite d'être là. Bon, je trouve que Karl Zéro passe à côté d'une question qui me semble primordiale. C'est comment croire la sincérité idéologique de Sandrine Rousseau dans la mesure où elle appartient à un parti, donc Europe Écologie Les Verts, qui se range volontiers derrière l'idéologie LGBT et la normalisation de la sexualité des enfants. Ou, vous le savez, c'est un raisonnement sur lequel tout le monde n'est pas d'accord, hein, mais pour moi, l'héritage, enfin comment dire, dans l'héritage direct de la culture woke et de l'entrée de l'apprentissage de la sexualité dans les programmes des écoles, on a la normalisation de la pédophilie et de la pédocriminalité. Parce que quand vous dites à un gosse de 8 ans qu'il a le droit de changer de sexe, donc il a les pleins pouvoirs sur sa sexualité, dans ce cas-là, pourquoi ne peut-il pas coucher avec quelqu'un de 40 ans ? C'est ce qu'il faut voir en sous-teinte, une fois de plus. Hein, pendant que vous regardez Drag Queen Race et qu'à l'école, vous voyez que ça entre dans les programmes, mais certaines personnes se disent c'est plus ou moins que des cours de SVT.
qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la continuité logique et idéologique de tout ça? Et la continuité, elle est là. C'est-à-dire, quand vous expliquez qu'un enfant a le choix, et d'ailleurs, et toute la liberté de choisir sa sexualité, son orientation sexuelle et tout ce qu'on veut, dans ce cas-là, vous normalisez la pédophilie, vous normalisez la pédocriminalité, parce qu'un jour, on vous expliquera, mais c'est logique, si vous voulez, c'est implacable. Un jour, on expliquera aux populations, on dira, mais attendez, de quel droit... Calme-toi. de quel droit dites-vous à un enfant qu'il n'a pas droit de choisir son compagnon ou sa compagnonne? Et même si cet enfant de 8 ans choisit quelqu'un de 60 ans, de quel droit la société s'oppose à la volonté intellectuelle, à la volonté individuelle? C'est-à-dire que, idéologiquement, cette gauche post-68, post-68arde, dans l'héritage direct, et qui aujourd'hui continue de le défendre sous un autre visage qui s'appelle LGBT+, c'est la même chose. C'est la volonté du primat de l'individu. C'est-à-dire que l'individu... dans l'autre sens, la société doit tout aux volontés de l'individu. C'est-à-dire que fut un temps, c'était la liberté sexuelle également. Aujourd'hui, un individu soumet toute une société à ses désirs. C'est-à-dire que je suis une table, je suis un homme, je suis une femme, je suis comme ci, je suis comme ça. La société ne doit pas me mégenrer, ne doit pas me harceler. Enfin, la volonté de l'individu prime sur tout le reste. Donc, de quel droit cette société-là, qui, honnêtement, n'est pas la mienne, dans laquelle je ne me reconnais pas, mais c'est que mon avis, de quel droit cette société-là expliquera à un gosse de 9 ans, parce qu'il y a 5 ans, il a pu changer de sexe, de quel droit la société lui expliquera qu'il n'a pas le droit de choisir la personne avec qui il partage son lit, quand bien même il y a 50 ans d'écart. Et donc, je trouve que Karl Zéro ne lui pose pas cette question. C'est intéressant dans le chat, je vous partage ce truc-là, je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Il y a Philanthrope qui dit « changement de genre et pédophilie », tu fais de gros raccourcis là. Honnêtement, et c'est le débat, c'est intéressant d'en papoter, je suis assez persuadé, alors toujours ouvert au débat, vous connaissez la maison, mais je suis assez persuadé de la continuité logique qu'il y a là-dedans. Une idéologie doit toujours conquérir un terrain supplémentaire. Elle ne s'arrête jamais. Et donc, si vous voulez, même au-delà de l'aspect politique, au-delà de mes convictions personnelles, mettons les choses à plat, cher Philanthrope, mettons les choses à plat. Comment on peut refuser la continuité logique? C'est-à-dire que quand vous dites à un enfant « tu es libre de choisir ton sexe », à quel moment la société peut avoir le droit de lui dire « tu n'es pas libre de choisir ton compagnon de vie » ? Ça n'est pas possible. C'est l'expansion logique de l'idéologie. Elle a toujours un terrain supplémentaire à conquérir. Et donc, on est sur ce genre de loi. Rappelez-vous, je vous le disais pour l'IVG. Quand Emmanuel Macron veut mettre en place pour l'euthanasie, excusez-moi, veut mettre en place cette loi-là, on sait que les projets de loi idéologiques changent toujours de visage parce qu'on est face à des lois idéologiques et qui, par la jurisprudence, par l'action de la jurisprudence, vont se modifier sans cesse. Mais c'est-à-dire que une fois que vous dites l'euthanasie, c'est là encore la volonté individuelle qui prime et la société doit se soumettre. C'est-à-dire que la personne qui arrive, qui dit je veux en finir, la société doit lui permettre d'en finir. Mais à partir du moment où vous allez avoir une personne de 15 ans, par exemple, qui, sans problème de santé, sans problème psychologique ou autre, va être euthanasié sur sa propre volonté, la société ne pourra plus revenir en arrière. C'est tout le principe de la jurisprudence. Et c'est toujours ça. Et quelques articles que je vous avais cités il y a 15 jours expliquaient ça. En Belgique, au Canada, dans des pays où les lois sur l'euthanasie ont été mises en place, à chaque fois, cette loi s'est amplifiée et a intégré en son sein des cas de jurisprudence qui, au départ, n'étaient pas prévus dans le texte. Donc, je crois que c'est pour ça que je dis ça, si vous voulez. C'est pour ça que je dis ça sur la logique entre changement de genre et pédocriminalité, qu'on soit bien d'accord, mais bon, je ne m'adresse pas à des fact-checkers, vous n'êtes pas des imbéciles, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, vous avez bien compris que je ne suis pas en train de vous dire que tous les gens qui changent de genre sont des pédocriminels. C'est pas du tout ce que je dis. Ça, ce serait vraiment une mauvaise foi cruelle que de me faire dire ça. Ce que je veux dire, c'est l'évolution idéologique qui est cohérente
par ce projet de société. Après, bien évidemment, il y a 1001 individus qui font ça, qui font leur truc, qui n'ont rien à voir avec tout ça, qu'on soit bien d'accord. Je parle des masses, je parle de l'évolution de la société. Je ne parle pas de l'individu. Je prends le message de Phil, entre autres, pour continuer le débat, qui dit « Je suis pas mal sur ta ligne. Zioclo a fait 3 émissions dernièrement, très à charge, j'ai beaucoup de choses à dire, mais là, l'associer à la pédocriminalité, bof comme amalgame, mais je comprends ton raisonnement. » Je viens d'expliquer précisément que je ne l'associe pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Je parle de l'évolution idéologique, je ne parle pas des individus. Hein. Ce serait vraiment une incompréhension qui serait problématique parce que ça me ferait dire des trucs qui sont pas du tout ce que je pense. Donc voilà, je pense que pour moi, Karl Zero rate le coche dans cette interview parce que ça me semble intellectuellement difficile à tenir comme ligne que de prétendre lutter contre la pédocriminalité et accepter, in fine, la sexualisation des enfants par le biais de l'idéologie LGBT. Je trouve ça extrêmement compliqué parce que si vous luttez sérieusement contre la pédocriminalité, vous luttez contre la tentative de développement de l'idéologie LGBT dans les écoles, mécaniquement. Et donc, je trouve Sandrine Rousseau très fragile sur ce point-là. Les questions de Karl Zero le sont tout autant, d'ailleurs. Effectivement, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui le dit. Je trouve qu'il est étonnamment bridé. Ça fait même un petit peu oral d'entrer dans une école. Il pose des questions, les réponses ont l'air tout à fait convenues. Elle lui dit ce qu'il veut entendre. La question sur Brigitte Macron, il ne revient absolument pas à la charge, alors que c'est primordial. Sur l'aspect structurant de la pédocriminalité, sur les mœurs en France et sur la construction de la société, je trouve que on pourrait dire mille et une choses, mais je reviens et pour finir sur cette première séquence, c'est très important quand même de souligner la présence de Sandrine Rousseau et le courage qu'elle a. Donc je le redis, c'est très important le courage qu'elle a de se lever sur ce sujet-là, avec les imperfections qu'on a pointées du doigt, mais quand même, c'est déjà bien parce que tous les autres ne le font pas. Donc on peut dire que c'est une pompe à vélo sur plein de choses, mais en tout cas là, chapeau. Et ce que je trouve chouette aussi, alors à son corps défendant ou pas, hein, j'en sais rien, mais elle contribue aussi un peu à normaliser l'image de Karl Zero, affreux complotiste, sur lequel Le Parisien a fait un article à peine à charge. Mais le fait que Sandrine Rousseau aille chez lui, je trouve ça intéressant parce que finalement ça donne un vernis. C'est-à-dire que maintenant on pourra dire oui, mais Sandrine Rousseau est allée chez Karl Zero. Donc vous voyez, c'est pas tant le mauvais bougre. Donc voilà, bravo à Sandrine Rousseau, c'est chouette. On a dit ça, sympatoche d'échanger avec Phil, entre autres, voir un petit peu les désaccords par rapport à ça. Autre séquence, les amis, on reste dans le thème, c'est pas l'émission du fun. Et j'ai découvert ça là encore, je l'ai pas vu la vidéo, donc je vais la voir avec vous. C'était dans mon fil YouTube. Donc sur la chaîne d'investigation, chaîne YouTube que je vous invite évidemment à aller voir, la maison d'édition créée par Michel Collomb, donc qui fait un travail extraordinaire. Michel Collomb qu'on avait reçu sur Juste Mieux, donc bien sûr allez vous abonner, et qui a reçu Philippe Geluck, qui sort un livre sur l'affaire Dutroux. Alors là, j'étais un petit peu sur le cul. On se regarde ça et on fait du réac. Là encore, on continue. Dites-moi dans le chat si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas. Le pouvoir de la démocratie, si vous n'aimez pas. Je pense que je suis comme tous les Belges, et au-delà, tous les gens qui ont été stupéfaits, horrifiés par cette affaire qui a défrayé la chronique et qui n'ont jamais su, finalement, le fin mot de l'histoire. Parce qu'il y a eu procès, il y a eu condamnation de Dutroux, d'un ou deux de ses complices, et ça a été terminé. C'est ce qu'on a appelé le procès d'Arlon. Et le public et les gens qui se sont intéressés de plus près à cette affaire sont restés totalement sur leur faim. Et ce livre, il me semble, apporte un complément indispensable à toute cette histoire. Quel était ton sentiment à l'époque quand l'affaire a éclaté et puis il y a eu toute une bataille des parents pour obtenir une vraie enquête? Alors, dans mon souvenir, l'histoire de la disparition, de l'enlèvement de Julie et Mélissa... C'est mieux le son ou pas? Je vois vos messages dans le chat, est-ce qu'on est bon là? Ne m'a pas forcément interpellé parce que la presse relayait peu. Je sais que dans la région où ça s'est passé, il y a eu beaucoup d'émoi, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'affichettes disposées. Mais au-delà de ça, j'ai le sentiment désagréable que la presse nationale était un brin condescendante envers des parents issus du monde ouvrier, liégeois, et que ce n'était peut-être pas une information suffisamment noble que pour figurer dans la presse nationale.
J'en ai eu confirmation plus tard par des rédacteurs en chef de grands journaux. Et comme tout le monde, j'ai évidemment été halluciné par la nouvelle de la découverte des petites et de la mise en cause de Dutroux. Et ensuite, le pays entier s'est passionné pour l'affaire, a découvert le travail remarquable du juge Conrot et du procureur du roi Bourlet, qui ont abouti à l'arrestation de Dutroux. Et à ce moment-là, tout s'est enchaîné dans un rythme infernal, avec la libération de Sabine et Laetitia, la découverte de Anne et Effie, malheureusement décédées, l'horreur absolue, l'enquête, le dessaisissement du juge Conrot. C'est très très compliqué de raconter en quelques phrases ces années d'errement de la justice. Ce qui à l'époque m'est apparu, c'est que les corps de police qui existaient à l'époque, qui étaient encore la gendarmerie et la police qui travaillaient séparément, se tiraient dans les pattes, ne se communiquaient pas les informations, essayaient de saboter le travail de l'une ou de l'autre, pour finalement arriver à ne pas sauver des gamines qu'on aurait pu libérer vivantes, puisque le nom de Dutroux se trouvait sur les bureaux des corps de police quelques jours seulement après l'enlèvement de Julie et Mélissa. Mais le juge d'instruction Conrot a été dessaisi alors qu'il travaillait formidablement, et le procureur Bourlet qui supervisait l'enquête a bien exprimé qu'il était frustré qu'on ne le laissait pas travailler. D'où la stupéfaction de la population de se dire qu'un juge d'instruction remarquable qui arrive à libérer des jeunes filles vivantes et à faire arrêter le principal coupable est dessaisi pour un motif mais qui ne tiendrait pas dans un film de Louis de Funès. Enfin, il a reçu un bic de la part d'une association défendant les victimes. Donc il n'était plus impartial. Le procureur Bourlet a dit lui-même si on me laisse aller jusqu'au bout, il sentait bien qu'il y avait des pressions, et on sait qu'il y a eu des pressions. Il y a eu ensuite une commission d'enquête parlementaire devant laquelle des personnages importants de l'État ont menti, ça a été avéré, des juges, des gendarmes, des hommes politiques, hommes et femmes politiques. Et puis il y a eu le dessaisissement des gendarmes Bill et de Batz. Et c'est de cela que va parler ce livre. Parce que ces deux bonshommes étaient deux gendarmes exemplaires, des enquêteurs de premier niveau, qui avaient d'ailleurs découvert beaucoup de choses dans d'autres affaires financières avant l'affaire Dutroux. Et autour de l'affaire Dutroux, ils enquêtaient sur les connexions, sur les protections, sur le commerce de jeunes enfants qui étaient livrés à des réseaux de pédophilie. Ils ont interrogé le fameux témoin X1, et je crois X2 aussi. Ils ont enquêté sur l'affaire dite de la champignonnière, trop long d'en parler ici, mais ce qu'il s'est passé, c'est que ces deux gendarmes ont été salis, ont été accusés d'avoir manipulé l'enquête, d'avoir fait des faux en écriture. Or, toutes ces accusations ne tenaient pas. Ensuite, ils se sont défendus, évidemment, et ils ont été entièrement blanchis, ce que la presse n'a pas révélé. Le drame dans cette histoire, c'est que tant qu'ils ont été salis, on en a profité pour arrêter totalement leurs enquêtes. Et donc, il y a cette frustration de se dire, et si ils avaient pu mener leurs enquêtes jusqu'au bout, avec le concours de la police et de la gendarmerie, qu'aurait-on découvert ? Et c'est ça qui me liquéfie quand je lis ce livre de Aimé Bill, c'est de me dire que visiblement, on a voulu les empêcher de trouver des choses qui auraient sans doute mis en cause des gens importants, des gens influents, puisque des magistrats, des policiers et des personnes très haut placées se sont ingéniés à les salir et à les décrédibiliser. C'est qu'il y avait une raison. On ne fait pas ça pour rien. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont ces raisons. Il y a des gens qui disent c'est vieux, c'est loin, c'est du passé, il faudrait tourner la page, laisser faire l'oubli.
pour moi, il y a des choses qui sont imprescriptibles. Ce sont les crimes contre l'humanité et les crimes contre les enfants, qui, je trouve, devraient être rangés au rang de crimes contre l'humanité. Je trouve que nous ne pouvons pas nous résoudre, nous, population belge, nous, parents et grands-parents, à nous dire que les gens comme les Rousseau, les Lejeune, tous ces parents de victimes ont été privés de cette enquête, ont été privés de ce que la justice puisse accomplir son travail jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut imaginer un drame plus grand que ce que ces gens ont vécu? Et je trouve que l'honneur de notre pays, de notre population et à travers elle des corps constitués, justice et police, serait de remettre ces enquêtes en route pour savoir enfin ce qui s'est passé. Aux États-Unis, on peut révéler des archives qui sont restées secret défense pendant X années. Au bout d'un temps, on les révèle. Je voudrais qu'on n'attende pas si longtemps chez nous pour voir les ignominies qui se cachent derrière ces enquêtes assassinées. Ce que je dirais aux gens qui s'intéressent à cette affaire, qui sont touchés par ce drame, c'est de lire ce livre et de se faire leur propre opinion. C'est de ne jamais renoncer, c'est de réclamer auprès de nos institutions de la justice dans sa plus noble acception. Ne jamais renoncer. Toi, personnellement, tu as eu connaissance de cette histoire à quel moment? Et moi, je l'ai suivi assez rapidement parce que j'habitais la région de Liège comme Gino. J'étais délégué syndical FGTB comme lui. Je lui avais parlé plusieurs fois. Et ce qui m'a sensibilisé, c'est que la presse n'en parlait pas. Tu sais, si on kidnappe la fille d'un milliardaire, là, toutes les forces de police vont être en express jour et nuit. Mais là, c'était des enfants d'ouvriers. Et quelque part, on les culpabilise un peu, c'est pas important. Donc ça m'a révolté. Et j'ai vu que Gino, Karine, ils ont réussi à mobiliser toute la Belgique populaire parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des affiches partout, on cherche nos enfants, etc. Et donc tout le monde s'est passionné. Donc ça m'a énormément touché. J'étais là au moment où il y a eu la messe de l'enterrement des petites et c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier de ma vie parce que on est des papas, on est des mamans, c'est la pire chose qui peut arriver, la perte d'un enfant, et en plus dans ces conditions-là. Donc ça m'a touché personnellement, et puis ça m'a touché comme éditeur, parce que finalement, avons-nous droit à l'information, à toute l'information, et pas seulement le coupable immédiat qui était Dutroux, mais dans l'enquête et dans le livre, on rappelle des déclarations importantes. Dutroux avait dit à un complice: des jeunes filles comme ça, c'est frais, ça se vend bien, ça rapporte beaucoup. Et son principal complice avait dit on devait les vendre. Et puis il s'est rétracté. Donc pour moi, l'enquête, elle a été assassinée. Et j'ai rencontré Aimé Bill, dont évidemment c'est maintenant la passion de faire éclater la vérité. Et il y a des éditeurs qui n'ont pas osé publier ça. Et moi je me suis dit c'est notre devoir. C'est pas facile. Tu diriges Investigation. Et comment se fait-il que cette maison d'édition, ce groupe, s'intéresse à un livre comme celui d'Aimé Bill? C'est vrai que notre spécialité, c'est plutôt la guerre et la désinformation. Quelque part, il y a peut-être un aspect de désinformation dans cette histoire. C'est-à-dire que le rôle des médias, pas de tous les médias et de tous les journalistes, il y en a eu des courageux, mais la plupart, ils n'ont pas fait une enquête, vraiment une analyse, une investigation. Ils ont assez vite repris la voix des autorités et la voix des institutions, et ça a fait beaucoup de tort à l'enquête. Et il faut dire aussi que la Belgique s'est divisée sur cette question, elle s'est passionnée. Est-ce que Dutroux c'est un pervers isolé? Est-ce qu'il y a des protections? Est-ce que c'est des protections dans l'élite? C'est quand même une question fondamentale. Et on n'a pas eu la réponse. Alors moi, je me suis intéressé à ça parce que je trouve que la Belgique a droit à la vérité. On a eu... C'est pas la première affaire qui aboutit sur rien.
ou sur très peu. On a eu en Belgique les réseaux gladiaux de l'OTAN, on a eu des attentats d'extrême droite, on a eu les attentats, les tueurs du Brabant, tout ça a débouché sur rien du tout, une énorme frustration. Et donc, cette enquête de gendarmes qui faisaient bien leur boulot, qui vraiment prenaient à fond la piste qui aurait pu mener à des complicités dans l'élite belge, dans certains membres. Il ne s'agit pas d'accuser la moitié de la Belgique d'être dans les réseaux, etc. Mais quand même, leur piste menait à quelque chose. Il y avait de mystérieux versements après toute une série d'enlèvements. Il y avait tout d'un coup plein d'argent qui arrivait chez Dutroux. Pourquoi? De qui? Aimé Bill fait coup double avec ce livre. Il lave totalement son honneur puisqu'il a été sali avec celui de Patrick de Batz, qu'ils ont été blanchis par la justice, mais que ce livre atteste, prouve, démontre qu'ils sont innocents, d'une part, et d'autre part, il permet éventuellement de relancer des enquêtes. Il amène la preuve que des hauts gradés de la gendarmerie ont menti, des magistrats aussi, et ont même commis des faux. La preuve est là. Donc, on se pose beaucoup de questions sur l'affaire Dutroux, mais là, on a la main dans le sac des gens qui ont menti, et il faut leur poser la question pourquoi. Donc, le but de tout ça, oui, c'est de rétablir l'honneur de deux gendarmes, c'est important. Oui, c'est de répondre aux questions des parents qui ont droit de savoir toutes les raisons de ce drame qu'ils ont vécu. Et moi, je pense aussi aux enfants d'aujourd'hui. Parce que si on n'a pas une justice qui est capable de reconnaître ses erreurs et de dire toute la vérité, est-ce que cette justice va protéger vraiment les enfants d'aujourd'hui? Ça, c'est la question. Aimé Bill est un gendarme droit, scrupuleux, honnête, qui a rédigé des milliers de PV dans sa vie, mais j'en ai lu certains, et c'est vrai qu'un PV de gendarme n'est pas un roman de Georges Simenon. Donc, comment est-ce qu'on passe de l'écriture gendarmesque à ce livre qui est passionnant et très bien écrit? C'est vrai que quand j'ai lu ce manuscrit, je me suis posé beaucoup de questions, et finalement, on a demandé à une jeune femme française, Anne, de complètement réécrire le manuscrit, de beaucoup le raccourcir. Elle est allée interroger plusieurs fois Aimé Bill sur son vécu de l'époque, qui ne se trouvait pas assez... et elle a remis le contexte, on a travaillé avec des gens qui ont... elle a remis tout ça dans son contexte, et elle a fait un travail absolument admirable, et je le suis très reconnaissant, parce que maintenant le bouquin devient vraiment passionnant, et j'espère que énormément de gens en Belgique, en France, vont le lire et vont intervenir pour que la vérité éclate. Au-delà de... Voilà les amis pour cette vidéo. Alors effectivement, correction, hein, j'ai vu plusieurs dans le chat qui l'ont rappelé, c'est important. Philippe Gueluc préface, hein, il fait les dessins, il préface le bouquin, c'est pas lui qui l'a écrit, effectivement, vous l'avez compris en écoutant l'interview. Intéressant effectivement sur cette affaire Dutroux qui est l'une des affaires les plus symboliques effectivement en matière de pédocriminalité et qui encore aujourd'hui recèle des zones d'ombre assez folles, hein, ce qu'ils expliquent là. Donc on le redit, c'est chez Investigation, n'hésitez pas bien sûr à soutenir cette chaîne, allez faire un tour sur leur chaîne, super boulot. Michel Collomb qu'on avait reçu, extrêmement chouette et un monsieur vraiment passionnant. Voilà un petit peu les amis. C'est vrai que voilà, les sujets aujourd'hui c'était pas le Brésil, Et puis demain c'est le bouquin L'affaire Madame. Voilà, normalement je vais prendre le temps de bricoler le script pour vous faire un truc carré. Demain attention, ça va chier des bulles carrées parce que là on sera en contact direct avec la vérité. Donc, je sais que j'ai déjà parlé de l'affaire Brigitte Trogneux, machin et tout, mais c'était pas la vérité. Là, c'est la vérité. Hein. C'est une dame qui est journaliste au Nouvel Obs. Donc, c'est officiel. Demain, c'est clairement le Brésil. On va apprendre la vérité. Voilà, je vous le dis tout de suite. Les copains, voilà, on est pas mal pour aujourd'hui, les amis. Je vais me rentrer à la baraque. Voilà, il y a de la fatigue. On va se retrouver demain. Alors, je vous le redis, 2 rendez-vous demain. C'est 18h, le tout premier extrait, le tout premier instant zinzin du spectacle à Toulouse. Voilà, hâte d'avoir votre avis sur cette séquence, les amis. Et ce sera le Juste Bistrot à partir de 16h30. Je pense, comme d'hab, vous le savez, le vendredi, on est des branleurs. Voilà, ça fait plaisir, les copains. Merci d'avoir été là.
Je vous embrasse. Voilà, toujours plus nombreux les amis. Je vous donne rendez-vous demain. 2 rendez-vous. On va se régaler. Je vous embrasse. Excellente soirée. Vive la rigolade et vive la France les amis.